Le président russe Vladimir Poutine est en train de voir son pire cauchemar devenir réalité. Alors que sa guerre contre l'Ukraine tourne à la catastrophe totale, avec des pertes désastreuses en troupes et en matériel, la réputation soigneusement construite de Vladimir Poutine commence également à s'effondrer. L'ancien officier du KGB n'inspire plus la peur et le respect qu'il suscitait autrefois, et la paranoïa de Vladimir Poutine augmente, alors même que ses alliés les plus fidèles commencent à se retourner contre lui. Désormais, même les journalistes russes rapportent que le président est de plus en plus inquiet d'être évincé du pouvoir ou assassiné. Et il pourrait recourir à des mesures de plus en plus drastiques et destructrices pour maintenir son emprise sur le pouvoir, ramenant ainsi la Russie tout droit vers les ténèbres du passé. Pour cerner ce que Poutine pourrait avoir prévu, il faut d'abord remonter loin dans le passé. Jusqu'au XVIe siècle, à l'époque du tsar Ivan le IV, plus connu sous le nom d'Ivan le Terrible, qui a régné sur la Russie de 1547 jusqu'à sa mort en 1584. Ivan était un dirigeant profondément paranoïaque et imprévisible. Les premières années de son règne furent relativement stables. Mais après une décennie sur le trône, deux événements bouleversants changèrent à jamais sa vision et son approche. Le premier de ces événements eut lieu en 1560 lorsque la femme bien-aimée d'Ivan, Anastasia, mourut. Bien qu'il n'y ait eu aucune preuve à l'époque, Ivan soupçonnait fortement qu'Anastasia avait été empoisonnée par ses ennemis. Des années plus tard, des scientifiques ont analysé les os de la tsarine et découvert des taux de mercure très élevés, suggérant que la paranoïa d'Ivan n'était peut-être pas infondée. Quelques années plus tard, en 1564, l'un des amis les plus proches d'Ivan, le prince Kourbiski, le trahit. En 1558, Ivan avait lancé une tentative mal avisée de conquérir le territoire balte de Livonie. Kourbiski l'avait initialement aidé, mais après s'être brouillé avec le tsar et craignant la répression, il fit défection en Lituanie et finit par diriger une armée polono-lituanienne conjointe contre les forces russes, infligeant à Ivan une défaite militaire écrasante et humiliante au passage. L'impact de ces événements a eu des conséquences sur la psyché d'Ivan. Il quitta Moscou et se rendit dans la ville d'Alexandrov, au nord, où il écrivit une lettre annonçant son intention d'abdiquer le trône. Cependant, la cour de nobles et de membres du clergé qu'il avait laissé ne parvint pas à gouverner efficacement, et le supplia de revenir sur sa décision. Il accepta, mais à une condition essentielle. Il devait recevoir le pouvoir absolu, y compris la capacité de saisir les terres de toute personne qui le trahirait et d'exécuter quiconque il soupçonnait de trahison. La cour était désespérée, alors elle accepta les conditions d'Ivan. C'est ainsi que commença l'Oprichnina, une période sombre et macabre de l'histoire russe, durant laquelle toute l'étendue de la peur et de la paranoïa innée d'Ivan fut déchaînée. Cela impliquait la division de la Russie en deux zones administratives, dont l'une, l'Oprichnina, était entièrement gouvernée par Ivan, selon sa volonté, tandis que l'autre restait sous le contrôle de la noblesse. Pour asseoir son contrôle sur l'Oprichnina, Ivan ordonna la création de la première police secrète de Russie, connue sous le nom d'Oprichniki, une armée privée de 6000 hommes, qui servait en fait de garde du corps et d'hommes de main d'Ivan. Vêtus de noir et ayant carte blanche pour torturer ou tuer quiconque osait seulement regarder Ivan de travers, ces agents de la police secrète se sont rapidement forgé une réputation redoutable, au point que les habitants fuyaient littéralement leur maison, s'ils entendaient que les Oprichniki étaient dans les environs. La raison en est simple. Les Oprichniki étaient d'une brutalité incroyable. Parmi leurs méthodes d'exécution préférées figurait faire bouillir les gens vivants, les empaler sur des pics ou les démembrer à l'aide de chevaux. Les officiers allaient même jusqu'à se promener avec des têtes de chiens coupées fixées à leur selle, symbole de leur responsabilité à traquer et éradiquer la trahison où qu'elle se trouve. Finalement, Ivan voulait étendre son pouvoir encore plus loin, au-delà des frontières établies de l'Oprichnina, jusqu'à la deuxième plus grande ville du pays, Novgorod. Il était convaincu que les dirigeants de la ville et les citoyens les plus puissants complotaient contre lui. Alors il ordonna un siège sanglant de Novgorod en 1570. Les membres du clergé furent raflés et battus à mort, tandis que des églises et monastères furent saccagés. Les marchands, les nobles et d'autres fonctionnaires furent également torturés et tués de manière horrible, et même leurs femmes et leurs enfants ne reçurent aucune pitié, beaucoup d'entre eux étant rassemblés et jetés dans une rivière voisine. Toute cette brutalité et ce bain de sang sont survenus à cause des peurs et des insécurités d'un seul homme. Revenons à aujourd'hui, et les échos du passé sautent aux yeux. Poutine n'est peut-être pas un tsar ou un empereur au sens officiel, mais il a certainement l'habitude d'agir comme tel.
Il a à plusieurs reprises défié et réécrit les lois de la Russie, et même la constitution du pays, afin de rester au pouvoir année après année. Il a également fait preuve de la même brutalité qu'Ivan le Terrible en ordonnant l'invasion d'une nation voisine, et il commence maintenant à montrer les mêmes névroses qui ont valu à Ivan son surnom de Ivan le Terrible au départ. Il y a 3 raisons principales à cela. Premièrement, et c'est le plus évident, la guerre se passe incroyablement mal pour la Russie. Les dernières estimations suggèrent que la Russie a subi bien plus d'1 million de pertes totales en Ukraine, dont des centaines de milliers de morts. Le pays a également perdu une quantité stupéfiante d'équipements, allant des chars et véhicules de combat d'infanterie aux coûteux systèmes de défense aérienne et radars de pointe. Chaque mois qui passe, de nouveaux rapports font état de pertes dévastatrices pour les forces du Kremlin, avec littéralement des dizaines de milliers de pertes supplémentaires. Cela n'aurait peut-être pas autant d'importance si le pays parvenait réellement à réaliser des avancées vitales sur le terrain, à capturer des villes et des villages importants, à briser les lignes de défense ukrainiennes et à avancer vers une victoire claire et inévitable. Mais ce n'est pas le cas non plus. Au contraire, la progression russe a fortement ralenti sur plusieurs secteurs du front, avec des milliers de morts pour de faibles gains territoriaux. Dans certaines régions, les forces ukrainiennes ont réussi à inverser la tendance, reprendre des terres et repousser les Russes. En conséquence, le taux de perte de la Russie a finalement commencé à dépasser son taux de recrutement, le pays étant de plus en plus incapable de recruter suffisamment de nouveaux soldats pour reconstituer ses rangs. En d'autres termes, l'armée russe ne s'agrandit plus, elle diminue, et cela représente un échec total pour l'homme qui dirige tout cela, Vladimir Poutine lui-même. Le deuxième grand problème est d'ordre économique. La guerre de la Russie contre l'Ukraine était censée être terminée en quelques semaines. On s'attendait à ce que les forces de Moscou déferlent sur les lignes de défense ukrainiennes et hissent le drapeau russe dans les rues de Kiev sans difficulté. L'opération aurait certes coûté de l'argent, mais aurait pu rapporter bien plus sur le long terme, avec l'exploitation par la Russie de ces nouveaux territoires. Cela ne s'est pas produit. Au lieu de cela, la guerre fait rage depuis plusieurs années maintenant, et le Kremlin a été contraint de dépenser des milliards de dollars pour la poursuivre. Il a perdu une somme incalculable de revenus à cause des sanctions et fait face à une pénurie de main-d'œuvre qui ne cesse de s'aggraver, en plus de l'effet provoqué par le départ de jusqu'à 1 million de Russes intelligents et qualifiés qui ont choisi de commencer une nouvelle vie ailleurs. Le fardeau financier du pays n'a fait qu'augmenter à mesure que la guerre avançait. Avec la Russie qui doit non seulement dépenser davantage pour la fabrication de drones et couvrir les coûts exorbitants du recrutement, mais aussi subir des coûts économiques directs via des frappes de drones ukrainiens sur ses infrastructures clés, comme raffineries, pipelines, ports et installations de stockage. Ces attaques, plus fréquentes et percutantes, à mesure que l'industrie de défense nationale ukrainienne s'est renforcée, ont causé davantage de pertes à l'adversaire. Cela a touché directement la population russe, qui subit une forte baisse de la qualité de vie, et doit consacrer une part beaucoup plus importante de ses maigres revenus à des choses comme le carburant pour leur voiture et les courses pour leur famille. Enfin, la troisième grande raison pour laquelle Poutine panique, c'est que cette guerre a brisé le mythe de la compétence et de la supériorité russe qu'il avait lui-même mis tant d'efforts à construire. Pendant des années, Poutine et ses plus proches alliés ont construit la réputation de la Russie comme l'une des nations les plus puissantes au monde, avec la deuxième armée la plus forte après les États-Unis, et des niveaux de puissance et d'influence presque inimaginables. Même des nations relativement fortes ont fini par craindre la menace russe, les poussant souvent à agir selon la volonté du Kremlin. De nombreux pays dépendèrent de la Russie pour leur défense, nouant des liens avec Poutine et investissant lourdement dans des chars, véhicules, avions et systèmes russes ou soviétiques. C'est pourquoi, au début de la guerre, de nombreux analystes pensèrent qu'une victoire russe était inévitable et que la machine de guerre du Kremlin balayerait l'Ukraine sans difficulté et avec brutalité. Au lieu de cela, la machine s'est transformée en une épave tout sautante, avançant avec l'efficacité d'un tracteur vieux de 50 ans. Les meilleurs chars russes sont devenus des carcasses fumantes. Son armée de l'air n'a jamais réussi à obtenir la supériorité, malgré un avantage immense au début de la guerre, et sa soi-disant armée la plus puissante du monde a échoué encore et encore à atteindre presque aucun de ses objectifs annoncés. En conséquence, le Kremlin a perdu son pouvoir d'intimidation, et les gens ne regardent plus Moscou ni Vladimir Poutine comme ils le faisaient autrefois. Maintenant, avant d'analyser ce que tout cela signifie, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir davantage, assurez-vous d'être abonné à The Military Show. Nous expliquons les choses de cette façon chaque semaine.
Au début de la guerre en Ukraine, les responsables russes suivaient la ligne officielle sans critiquer les décisions du Kremlin, ni dénoncer les échecs de Vladimir Poutine. Cependant, avec le temps, la situation a changé de manière assez spectaculaire. De plus en plus de hauts gradés militaires et d'élites de Moscou exprimant leur frustration de différentes manières. L'exemple le plus spectaculaire de cela a été la mutinerie du groupe Wagner, au cours de laquelle l'un des plus proches confidents de Vladimir Poutine, Evgueni Prigojine, s'est retourné contre lui et a même mené une marche sur Moscou qui n'a duré que peu de temps. Prigojine a finalement payé cela de sa vie, périssant dans des circonstances très suspectes lors d'un crash d'avion peu de temps après. Personne ne veut devenir le prochain Prigojine, et il n'y a pas eu d'autres tentatives très médiatisées pour évincer Poutine de sa position. En même temps, le pouvoir du président a clairement diminué. Les nationalistes russes radicaux qui l'admiraient autrefois l'ont qualifié de lâche et ont appelé à sa démission. Son taux d'approbation auprès du public russe est tombé à son niveau le plus bas, et des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles même les oligarques riches et les alliés fidèles qui l'ont soutenu silencieusement jusqu'à présent atteignent leurs limites. Vladimir Poutine en est conscient, et tout comme Ivan le Terrible, il commence à devenir la victime de sa propre paranoïa. Nous avons vu les premiers signes de cela, à la fin de 2024 et tout au long de 2025, lorsque le président a mené une purge à la manière de Staline, évinçant un grand nombre de généraux russes, de hauts gradés, de ministres et d'autres élites. Nombreux ont été accusés de corruption et arrêtés, d'autres forcés de prendre leur retraite discrètement ou ont disparu de la vie publique dans des circonstances étranges. Certains, comme l'ancien ministre des Transports, Roman Starovoït, ont même été retrouvés morts. L'ensemble de cet épisode a révélé un aperçu incroyable de l'état d'esprit perturbé du président, alors qu'il s'employait systématiquement à écarter des personnes expérimentées et autrefois dignes de confiance des postes de pouvoir, les remplaçant souvent par des individus largement considérés comme moins compétents, mais plus loyaux. Et cela ne semble en réalité pas avoir beaucoup apaisé la panique de Poutine, puisqu'un rapport de mai 2026 a révélé que le président redoute réellement d'être tué ou écarté du pouvoir à tout moment. Le rapport a été rédigé par un pays de l'Union européenne non nommé et publié sur la plateforme russe indépendante de journalisme d'investigation Important Stories le 4 mai. Il indique que le Kremlin est entré dans un état d'alerte accru depuis mars 2026, Vladimir Poutine lui-même étant de plus en plus inquiet à l'idée que des personnes complotent contre lui. Pour être plus précis, le président craindrait que des drones soient utilisés pour l'assassiner au nom de membres de l'élite politique de Moscou. En conséquence directe, le Service fédéral de protection, le FSO, qui est l'organisation chargée de protéger le président et d'autres responsables de l'État, a reçu l'ordre de renforcer considérablement la sécurité de Vladimir Poutine. Tous les visiteurs de l'administration présidentielle, par exemple, doivent désormais passer par 2 niveaux de vérification, y compris une inspection complète effectuée par les employés du FSO. Il est aussi rapporté que Vladimir Poutine se déplace moins, et que ni lui ni ses proches ne séjournent dans leurs résidences habituelles près de Moscou ou à Valdaï. Selon le rapport, Vladimir Poutine passe désormais la plupart de son temps caché dans des bunkers renforcés, tandis que les médias russes diffusent des vidéos préenregistrées pour faire croire qu'il sort et se déplace, plus qu'en réalité. De plus, les réseaux de communication dans certaines zones de Moscou sont périodiquement coupés, et Vladimir Poutine n'a pas l'intention de visiter des sites d'infrastructures militaires en 2026, malgré plusieurs visites de ce type en 2025. Le FSO contrôle et coordonne également toutes les informations et publications médiatiques liées au président, dictant ainsi effectivement ce que les médias peuvent ou ne peuvent pas dire à son sujet. De plus, les fonctionnaires et employés proches de Vladimir Poutine ne peuvent utiliser leur téléphone personnel ni accéder à Internet en sa présence. Ils ne peuvent pas utiliser les transports publics et doivent circuler uniquement avec les moyens de transport du FSO. Certains, comme les chefs personnels de Vladimir Poutine, les photographes et les gardes du corps, ont même vu des systèmes de surveillance installés chez eux afin que les agents du FSO puissent les surveiller et s'assurer qu'ils ne complotent pas contre le président. Des siècles se sont écoulés depuis l'époque d'Ivan le Terrible, mais on retrouve aujourd'hui de nombreux aspects similaires de son règne chez Vladimir Poutine. Ils ne sont peut-être pas aussi ouvertement brutaux ou sanguinaires, mais le FSO agit comme une version moderne des opritchniki, protégeant Vladimir Poutine à tout prix et traquant tout signe de trahison ou de complot contre lui. Et ils ont peut-être trouvé leur premier responsable de premier plan, l'ancien ministre de la Défense, Sergueï Choïgou. Le rapport affirme que Choïgou, actuel secrétaire du Conseil de sécurité russe,
conserve une forte influence sur le commandement militaire et a été lié à un possible coup d'État. Cela pourrait en partie expliquer pourquoi l'ancien premier adjoint de Choigu, Ruslan Salikov, a été arrêté début mars, ce qui affaiblit indirectement la position de Choigu. Certains experts pensent qu'il pourrait être le prochain à être poursuivi et écarté. Parallèlement, Poutine a également ordonné au FSO de renforcer la protection de 10 généraux russes de haut rang, considérés comme ses alliés les plus fidèles, y compris le premier chef adjoint de l'état-major général, le colonel général Nikolai Bogdanovski, et le chef adjoint de l'état-major général, le colonel général Sergei Istakov. En résumé, bien que le président semble avoir un cercle de confiance restreint, il paraît de plus en plus méfiant envers toute personne en dehors de ce cercle, et n'hésite pas à poursuivre et punir quiconque pourrait montrer ne serait-ce qu'un léger signe de dissidence. S'il continue sur cette voie, certains analystes soutiennent que Poutine pourrait instaurer une oprichnina du XXIe siècle qui pourrait finalement mettre fin à son règne, voire à sa vie. L'un de ces experts est Roman Anin, journaliste d'investigation et fondateur de Important Stories. Il soutient que la guerre entre dans une nouvelle phase, non pas sur les lignes de front, mais entre les clans de l'appareil de sécurité russe, pour le trône d'un dictateur affaibli. En se projetant vers l'avenir, Anin suggère 2 scénarios potentiels, qui peuvent se chevaucher et même se produire simultanément. Le premier est que Poutine continuera à accorder plus de pouvoir à ses agents du FSO, ainsi qu'à la garde nationale, qui pourrait donc même évoluer en un équivalent russe du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne, le CGRI, chargé de mener ce qu'Anin appelle une répression sans précédent de la société russe, afin de réprimer toute tentative de complot, de conspiration ou de rébellion. Le deuxième scénario qu'Anin envisage est une nouvelle époque des troubles, nom donné à la période de crise politique et sociale en Russie, qui a commencé à la fin du XVIe siècle et s'est poursuivie au début du XVIIe siècle. Cette période, marquée par l'anarchie politique, la guerre civile, l'invasion étrangère et la famine, est considérée par de nombreux historiens comme conséquence directe des politiques d'Ivan le Terrible ou de l'oprichnina. Ils craignent que l'histoire soit sur le point de se répéter, alors que Poutine devient de plus en plus désespéré et paranoïaque, n'hésitant devant rien pour rester au pouvoir dans le pays. Tous les signes sont là. Non seulement Poutine purge les responsables et consolide autour de lui ses forces les plus loyales, mais il a également considérablement étendu les pouvoirs du service fédéral de sécurité, le FSB, l'équivalent moderne du KGB de l'époque soviétique. Pendant ce temps, même sans exécution dans les rues, les hommes de main de Poutine ont déjà arrêté et torturé des civils innocents. En février 2026 par exemple, des rapports ont fait état d'une traductrice nommée Svetlana Savelieva, qui est tombée amoureuse d'un soldat ukrainien et a tenté de le rencontrer. Elle a été capturée et brutalement battue afin de la faire avouer un crime qu'elle n'avait pas commis, à savoir tenter de rejoindre les forces armées de l'Ukraine, pour qu'elle puisse être accusée de trahison. Elle fait partie d'un nombre croissant de prisonnières politiques condamnées sur la base de fausses accusations de terrorisme, de trahison et d'extrémisme. Le politologue russe Vladimir Pastoukov estime que les niveaux de répression et de contrôle imposés par le régime de Poutine se rapprochent dangereusement de ceux observés sous le dirigeant soviétique Joseph Staline pendant la Grande Terreur. Arnon, quant à lui, remonte encore plus loin dans les livres d'histoire, affirmant que si, et lorsque les sbires de Poutine finiront par se retourner contre lui, non seulement les membres du public, mais aussi ceux occupant les plus hautes fonctions du pouvoir, le risque d'un coup d'État et d'un nouveau temps des troubles deviendra encore plus réel. Poutine voulait être retenu comme le Pierre le Grand de la Russie moderne. Il est plus probable qu'il soit finalement considéré comme le nouvel Ivan le Terrible. Maintenant, vous pouvez en apprendre davantage sur la chute spectaculaire du président dans cette vidéo, qui explore comment la Russie se dirige vers une défaite tactique humiliante. Ou regardez cette vidéo pour un autre regard sur l'histoire, sur la façon dont la Russie pourrait être sur le point de subir son 3e effondrement spectaculaire. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'analyses approfondies et de reportages de dernière minute sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine.